gueule. Excuse-moi, j'ai un appel. En mode avion, avec Fred Testo. Nous sommes en mode avion avec Gaël Musquet. Voilà, vous entendez cette petite sirène de la police. C'est moi qu'on vient chercher. Ça, c'est quand il y a un invité un peu important, on met cette sirène. Voilà, parce que c'est un invité un peu différent en mode avion avec Gaël Musquet. Gaël, bonjour, comment vas-tu? Ça va, très bien. Premier resto depuis la fin du confinement, depuis le confinement même. Voilà, donc ça fait plaisir d'être à table. Écoute, on est bien, on découvre qu'il y a des gens autour de nous qui vivent, on est heureux, voilà. Alors moi j'ai juste, aujourd'hui spécialement, j'ai vraiment pas voulu trop regarder ce qu'on m'a donné sur toi parce que tu fais un métier qui est assez étonnant. Merci. Qui est assez étonnant. Il a commandé, je pense, ton martini. Hein. Oui, c'est bon, il arrive. Est-ce que tu peux nous donner la dénomination parfaite de ton métier? Alors je suis hacker. Et pour un peu tranquilliser et sortir un peu du clivage médiatique qu'il y a sur ce métier-là, on rajoute souvent éthique ou citoyen ou gentil derrière. Mais hacker suffit à lui-même. Et l'idée, c'est de montrer et de faire découvrir toutes les facettes en fait de ce métier-là, qui est souvent associé à des criminels, malheureusement, dans les médias. Oui, souvent présenté comme ça, ouais. Plutôt dans le côté négatif, alors que c'est un métier la palette positif, est large. Tout à fait. Qui est souvent associé à la cybersécurité, mais qui n'est pas exclusif. La cybersécurité, c'est 18 métiers. Le hacking en fait partie, mais c'est pas le seul. Et même s'il y a des intersections entre les deux domaines, on n'est pas obligé de faire de la cybersécurité quand on est hacker. Et toi, comment t'es arrivé là? Comment on devient hacker, ou je pense en plus que c'est un métier qui va se développer de plus en plus. Oui, il en manque beaucoup. On a beaucoup de communautés aujourd'hui qui sont en train de naître, qui se structurent d'ailleurs, à la fois pour la reconnaissance, la formation, la transmission, et puis qu'on soit aussi entre pairs, qu'on monte en puissance en fait, hein, parce qu'il y a plein de sujets à traiter. Et toi, tu as ça depuis que tu es petit? Alors moi, je suis un Guadeloupéen. Ah, ça c'est bien. On pose des décors, je suis Guadeloupéen. J'aime bien les îles. Je suis né en 1980. Ça prend un peu plus de temps. Et merci. La commande avant c'est sorti. J'ai pas fait. Oui, j'ai oublié de dire que nous sommes à Montparis. Hein. Oui. Donc c'est 6 rue Édouard VII dans le 9e, pour ceux qui veulent bien manger. Et vous êtes servi par des chirurgiens. Un grand noir chirurgien qui est très bon en chirurgie des os et du dos. Voilà. Alors ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Maintenant, on peut cumuler plusieurs métiers. Exactement. Donc tu nous disais, Gaël, en même temps qu'on mange. Hein. T'as vu, on a mis la serviette. On y va. Oui, de toute façon, t'inquiète pas, il y a du montage, on coupe, on reprend. Ouais, c'est top. Donc quand tu étais petit... Je suis Guadeloupéen, je suis né en 1980. Et très bien. Dans J'avais ces déjà années-là, 35 ans en 1980, moi. T'as vu? Non, quand même pas. Hein. En fait, en gros, à cette époque-là, on avait 3 problèmes. La cocaïne, le crack, la couche d'ozone et les ouragans. Moi, j'étais victime d'un ouragan. Ah oui, c'est vrai. Putain. En 89. La maison de mes parents était partiellement détruite. On s'est réfugié pendant l'œil de l'ouragan, donc la période un peu... l'accalmie de l'ouragan. Ouais. Mais en général, quand on voit cette accalmie-là, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on a pris les vents les plus violents, puisque c'est autour de cet œil du cyclone qu'on a les vents les plus violents. C'est un événement qui m'a pas traumatisé, parce que mes parents avaient tout préparé, on était assurés, la maison était assurée, on n'a pas été blessés, on a même hébergé notre famille. Donc l'idée, là, franchement, quand je parle de cet événement-là, c'est de montrer à quel point la prévention, la préparation, elle est importante. Et à quel point déjà à l'époque, la technologie, elle a permis de prévenir qu'il allait se passer quelque chose de grave, que les populations étaient en train de se mettre à l'abri. Il y a eu un peu plus d'une dizaine de morts. Mais c'est un événement qui m'a marqué parce que c'est à partir de ce moment-là que je m'intéressais déjà aux sciences. Ouais, mais c'est là qu'il y a eu une déclic. J'ai une cicatrice là, tu vois. Un truc que j'ai jamais dit dans d'autres interviews. Ah, en fait, j'ai une cicatrice là. Parce que je faisais le malin le jour où ils diffusaient sur RFO à l'époque La Fin du Monde. C'est un volcan qui avait explosé, super volcan. Ouais. Et en fait, je faisais le malin sur la terrasse de mes parents. Et je me suis ouvert le front en tombant. Et mon père m'avait prévenu, il m'avait dit, si tu tombes, je t'amène pas à l'hosto. Et il a tenu parole. Ah. Et du coup, c'est ma mère qui m'amène à l'hosto. Et là, il y a un problème, tu n'as pas de médecin.
Ah oui, d'ailleurs, professeur, il y a le petit Martini pour... Merci. L'interne qui était là et qui m'a cousu pour me détendre, il me dit, tu veux faire quoi comme métier plus tard? Et là, tout de suite, tu sais, à l'époque, on ne disait pas à cœur. Non. Moi, à l'époque, je voulais être conducteur d'engin. Tu sais, des bulldozers, des excavatrices et tout. Et il me dit, mais t'es fou, gamin, c'est chaud de faire des trucs comme ça en Antilles. C'est dur. Il y a le soleil, tu veux pas faire un autre truc plutôt? Il n'y a pas un truc qui t'intéresse? Et moi, j'aimais bien faire des bêtises. J'étais un peu pyro à l'époque. Et je m'étais fait même à l'eau de Cologne. Et du coup, je lui dis, ben voilà, j'aime faire des expériences. Ouais. Et il me dit, ben voilà, tu seras chimiste. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai cherché ce que ça voulait dire, ce que c'était. Ouais. Et j'avais 8 ans. Et l'ouragan, il est passé 1 an plus tard. En fait, je me suis rendu compte, à ce moment-là, avec les encyclopédies, les dictionnaires que j'avais et tout ce que j'avais, que, ben voilà, en fait, j'étais un petit scientifique, en fait. Ouais, t'aimais bien comprendre les choses, en fait. Ouais, et je voulais avec ces bouquins, comprendre un peu ce qui se passait autour de moi. Et mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont acheté des bouquins. Ouais. Et pendant que nous, on faisait du vélo, en fait, toi, t'étais en train de regarder les bouquins pour essayer de comprendre les choses autour de nous, quoi. Encore un truc que j'ai jamais dit dans d'autres interviews. À l'époque, on m'appelait Saddam Hussein à cause de mes sourcils. Ah, c'est joli comme Saddam. Et pourquoi? Mes sourcils. C'était mon sobriquet à l'école. Tu sais, Saddam Hussein. Et du coup, en gros, les gamins... Pose ce couteau d'ailleurs quand tu me parles. Ouais, parce que je suis pas tranquille là. Et en fait, ça choquait les gamins parce qu'en fait, en lisant des bouquins et en voulant faire de la chimie, ben, je jouais plus avec de l'ammoniac, avec des... Mais tu vois... Ah ouais, c'est vrai. J'étais un peu chimiste. Tu vois, ouais, on regarde en même temps la photo de Saddam Hussein. Et pour se moquer de moi, on m'appelait comme ça parce que je jouais avec de l'ammoniac, de l'acide chlorhydrique, de l'aluminium, le chimiste bizarre. Et donc du coup, alors, heureusement ce pseudo-là, il n'est pas resté. Mais tu vois, à l'école, j'étais identifié au primaire comme le gamin qu'il fallait pas trop embêter parce qu'il jouait avec des produits chimiques. Je venais pas avec des armes, je venais avec des produits chimiques à l'école. Bah, je comprends qu'on s'inquiète parce que... Moi, je jouais au foot, tu vois, donc ça inquiétait personne, par exemple, quand j'étais à l'école. Ouais, au pire, je venais avec un ballon, bon, ben voilà. Ouais, et en fait, j'ai un truc que je dis pas souvent, en fait, mais mon père est pasteur. Et du coup, ben, je peux pas jouer avec les autres gamins comme les autres, tu sais, je faisais pas partie du monde comme ils disent. Mes parents sont témoins de Jéhovah. D'accord. Et du coup, je faisais pas d'anniversaire, ah oui, parce pas que de Noël. Oui, c'est une autre religion, en fait. Ouais, voilà. Et du coup, ben, à l'époque, même si je ne suis plus, à l'époque, j'étais privé de tout ça. Donc, si tu veux, gamin... Ah oui, donc quelque part, c'était mon exutoire. Les sciences, le hacking, l'informatique, c'était la seule chose dont on ne pouvait pas me priver. Ah oui, mais je savais pas que dans cette religion, tu n'avais pas le droit de faire tout un tas de trucs comme ça. Ben, t'as pas de fête païenne, donc pas de Noël, pas de Pâques, pas d'anniversaire, donc... Voilà. Donc du coup, si tu veux, le monde un peu il tournait sans moi, parce que quand mes voisins faisaient la fête, ben toi t'étais au lit. Quand il y avait des anniversaires, ben t'étais invité, mais tu pouvais jamais y aller. Donc du coup, tu vois, un peu tous ces petits trucs qui ont l'air simples et basiques. Jouer au foot, pas de compétition sportive. Terminé, ouais. Tu vois. Du coup, ben moi, c'est pas que je voulais pas. Ouais, en fait, c'est comme ça, c'était ton quotidien et puis tu as été éduqué comme ça. Voilà. Je pouvais pas à l'époque. Ouais. Et ben, l'ouragan est passé et j'ai progressé comme ça. Je me suis intéressé aux données des satellites. Quand Internet est arrivé, j'avais 15 ans. Ouais, c'est une passion en fait, au final. Exactement. Tu te rends même pas compte que tu progresses et que ça va devenir ton travail parce que... Exactement. Et de fil en aiguille, comme ça, ben, j'aidais mes camarades de classe, mes profs à débugger des panneaux des ordis. Je programmais des petits scripts qui récupéraient les corrigés de mes exercices au lycée pour m'éviter de bosser trop dur et puis d'avoir les solutions et avoir les meilleures notes c'est drôle, en première. Ça, c'était mes petites victoires informatiques de l'époque et je partageais les corrigés avec tous mes potes. Donc du coup... Déjà, en fait, du bon côté. Collège-lycée, en fait, je passais une partie de mon temps à rédiger ma copie. Merci. Et une autre partie à filer les réponses aux copains. Voilà. Donc déjà, tu avais une âme de partageur. J'essayais de faire ça comme ça.
À 16 ans, j'ai connu un logiciel libre qui s'appelle Linux, le noyau Linux. Et là, ça m'a ouvert Ça y est. les portes à toute une communauté de gens qui étaient prêts à partager du temps, leur passion. Parce que évidemment, c'est un travail quotidien, mais comme moi, le métier de comédien, tu travailles toute ta vie. C'est ça. Tu vois, je vois, tu peux pas dire à un moment donné, j'arrive, ça y est, je sais tout. Pour moi, au contraire, c'est tout le temps en mouvement. Et en fait, toi, c'est exactement ça. T'as pas arrêté d'avancer. Tu continues d'ailleurs aujourd'hui. Et il n'y a pas de, comment dire, il y a une recherche permanente en fait. C'est ça. Mais et comment après on en vient à devenir hacker en fait? En gros, Parce que ce métier il existait déjà à l'époque. Au début, en fait, je suis passionné de plein de choses, donc je dis de sciences. Gamin, je me suis passionné d'astronomie. En fait, ma carrière professionnelle, je l'ai articulée pour pouvoir revenir aux Antilles. Je voulais revenir apporter ma pierre à l'édifice et j'ai essayé au maximum de faire mes études au maximum en Guadeloupe. Ouais, ça, J'étais jusqu'à mathématiques spéciales, jusqu'à mon bac +2, j'ai fait en Guadeloupe. Et mon leitmotiv, c'était, ok, je viens en Europe, je viens en Normandie me former, mais l'objectif, c'est de faire avancer mon île. Ah ça, c'est quelque chose c'est ce qui m'anime et qui m'habite au quotidien. Et je suis arrivé ici en 2001, à Mont-Saint-Aignan, pour faire l'étude de météo. Et en fait, j'ai choisi météo parce que l'astronomie, il n'y avait pas d'observatoire en Guadeloupe. Donc, j'aurais pas pu revenir. Et météo, c'est plus utile pour les ouragans. Et donc, du coup, voilà. Je me suis spécialisé dans ce domaine-là. J'ai beaucoup bossé à la fabrication de capteurs. Mange un peu aussi, hein. Parce que après, tu vas m'engueuler parce que. Non, t'inquiète. Et du coup, le hacking, il est arrivé comme ça. C'est que on m'a confié des voitures, on m'a confié des stations météo, des toits de bâtiments. Alors, on m'a dit, vas-y gamin, on a un truc à mesurer, tu te démerdes comme tu veux, mais il faut que ça marche. Ouais, c'est génial. Et le hacking, il est arrivé comme ça en fait, parce que tu devais mesurer une température. Alors, j'ai une spécialité qui est la mesure des plafonds nuageux, la néphélométrie. À la hauteur des nuages. Et les nuages. En gros, là, ma spécialité, c'était de mesurer la température du nuage avec les thermomètres qui ont servi pendant le confinement, là, pour mesurer la température des gens qui servent encore. Et ces thermomètres sans contact, au lieu de viser le front d'une personne, on vise le nuage. Ah ouais. Et en fait, quand il y a un nuage, le nuage, il a de la fièvre, en fait. Il émet, moins qu'un être humain, mais il émet quand même de l'infrarouge. Et ça a été mon premier exercice, mon premier baptême du feu quand je suis arrivé ici. Et j'ai pas réussi à finir mes études et aller jusqu'au bout pour plein de raisons familiales et financières. Je suis devenu fonctionnaire au ministère de l'écologie, à Aix-en-Provence. D'accord. J'ai été fonctionnaire 6 ans dans un centre d'études techniques, dans le réseau scientifique et technique du ministère de l'écologie. Je salue les collègues d'ailleurs du CT Méditerranée, devenu le CEREMA. Et pareil, en fait, je suis tombé sur des gens qui m'ont formé gamin et qui m'ont fait rêver. Alors depuis que je suis gamin, j'ai des gens qui me font rêver. Alors il y a des comédiens, des chanteurs, et il y a eu des scientifiques, des hommes et des femmes qui m'ont fait rêver et aimer ce métier. Pareil, en fait, on les appelait pas comme ça, mais ces gens-là, c'était déjà des hackers. Ah, déjà. Parce qu'en fait, ils fabriquaient des objets pour mesurer la quantité de voitures, la quantité de personnes. C'est des gens qui posaient des caméscopes sur des nacelles au-dessus des ronds-points pour compter le nombre de voitures qui rentraient et sortaient dans des ronds-points, ou elles sortaient pour voir si l'installation du giratoire avait amélioré la sécurité routière, voilà, etc. parce que aujourd'hui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est que le hacking, évidemment, pour les gens, c'est les services secrets, c'est la cybersécurité, c'est la fraude, le crime, mais il y a aussi, demain, par exemple, à Paris, grâce à des gens comme toi, peut-être qu'on va pouvoir réussir à ce qu'il n'y ait plus d'embouteillage, alors qu'il y aura peut-être autant de voitures, quoi. C'est un peu ce que j'ai fait là il n'y a pas longtemps avec Cédric Villani. Ouais. C'est qu'on l'a ramené, on a hacké une voiture. Ah, on l'a ramené de Rungis à Denfert-Rochereau en voiture autonome, avec une voiture qui n'est pas autonome du tout, autonome de niveau 3. Donc il faut quand même avoir les mains sur le volant. Mais l'idée, c'était de montrer à des hommes politiques l'état de l'art en fait de ce que la société civile était capable de faire, hors champ marchand, hors gros industriels, hors grosses entreprises. Le hacking, c'est énormément d'innovation. Ouais. C'est même le berceau de l'innovation. On parle beaucoup des startups qui sont nées dans des garages. Ouais, les gars, ils ont commencé à bidouiller en fait. Et en fait, une fois que les gars, ils ont fait fortune, on oublie ce côté terrain, ce côté. On a fait ça en bas de chez nous. Là, on a eu l'exemple il n'y a pas longtemps aussi avec Elon Musk. Ouais. Parce que lui, c'est ça à la base. C'est pareil que toi.
t'es là chez toi et puis tu crées des programmes et puis après t'as une envie, une passion pour le futur. T'as des capitaux qui arrivent aussi. Et t'as aussi de l'oseille qui arrive. Non mais c'est intéressant parce que c'est ce que je me dis demain. Là aujourd'hui, toi, en plus, faut le dire quand même pour les gens qui nous écoutent, c'est que t'as eu l'Ordre national du mérite. Ça fait toujours plaisir quand même autant il y a des prix, il y a des choses, mais je pense que ça fait c'est un petit kiff, quoi. Oui, complètement. En gros, c'est juste récompenser le travail des gens. J'ai 2 enfants qui ont 10 et 11, alors si elles m'entendaient, qui ont 11 et 12 ans. Et c'est ce que je leur dis aujourd'hui, si je bosse et si je fais tout ça, c'est pour les faire rêver comme mon père, comme mes voisins modélistes, radioamateurs, mes voisines techniciennes de labo m'ont fait rêver en me ramenant des tubes à essai, en me ramenant des bouquins. Toutes ces personnes-là, en fait, elles ont participé à mon éducation avec mes parents. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que je fais avec mes enfants et puis mes enfants du quartier. Tu sais, quand je rentre avec des voitures hackées dans mon quartier, les gamins, ils disent c'est la voiture de Batman. Parce que pour eux, c'est tout ce que j'ai pu mettre comme gadget dans et au-dessus de la voiture, à côté de la voiture. Ça, pour moi, c'est magique de les entendre dire ça parce que tu stimules leur imaginaire, en fait. Et les gamins, aujourd'hui, il y en a beaucoup autour de moi. Qui ne voient pas le métier de mécano comme quelque chose de sale ou comme un aveu d'échec à l'école. Ouais. C'est pas un échec, c'est même une nouvelle voie, c'est une manière aussi d'innover. Hein. Enfin, complètement. On a énormément de gars qui ont fait plus confiance en bas de chez soi qu'à son garagiste d'une grande chaîne. Et c'est un peu ça en fait mon métier, c'est il y a un aspect technique qui est important. Il y a un aspect humain et social aussi qui l'est tout autant parce que faut former la relève. Que toi, c'est basé sur le climat. Alors moi, j'ai un tropisme qui est très catastrophe naturelle aujourd'hui parce que c'est ce sur quoi j'ai choisi de m'engager. Tu vois, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai fait plus de 600 photos hier soir d'une nébuleuse parce que je suis fan d'astronomie. Ah. Et je passe mon temps à expliquer à mes enfants à quoi ça sert, pourquoi je fais ça, etc. Et j'ai hacké mon télescope. J'ai mis un petit ordinateur dessus. J'ai fermé l'œil, je pense, à minuit 55. Et je me suis réveillé, il devait être 4h13 du matin. Pour vérifier que le télescope, il avait bien shooté ce que je lui avais demandé. Ouais, il n'était pas tombé chez les voisins. Par exemple. Mais et derrière, si tu veux, ensuite aller faire manuellement les OP que je suis obligé de faire manuel. Et ce matin, j'ai montré à mes enfants, avant de partir, la nébuleuse, j'ai réussi à la shooter alors qu'on a un ciel qui est un peu pollué à cause de la lumière, on n'est pas au milieu du désert de la Namibie, on a quand même pas mal de pollution lumineuse dessus, moins qu'à Paris, mais quand même. Ouais. En gros, chaque fois que je fais un truc comme ça, chaque fois que je fais un petit pas, chaque fois que j'ai une petite action, même si ça passionne pas spécialement mes gamins et qu'ils ont pas envie, ils voient pas trop à quoi ça sert, voilà, je leur en parle et voilà, ça reste quelque chose qui les passionnera ou pas, qui les intéressera ou pas. Et demain, si tu veux, à minima, ils auront cette culture générale-là. Ah oui, mais c'est bien. Et c'est ce que je dis dans ma dernière interview. Un hacker, c'est un gamin qui a jamais arrêté de dire pourquoi. Ouais. Nos gamins ont tous cette phase-là. Et papa, pourquoi. Et en fait, c'est un peu ça, l'histoire de mes relations avec les catastrophes naturelles. Oui. Pourquoi on n'a pas mieux prévu, pourquoi on n'a pas mieux prévenu, pourquoi on n'a pas mieux alerté. Là, on est complètement là-dedans, par exemple, par rapport au virus qu'on va avoir. Pourquoi on ne savait pas, ou en tout cas pourquoi on n'est pas préparé, etc. Et aujourd'hui, on a clairement besoin de ça, enfin depuis longtemps, mais là, en tout cas, on est sûr qu'on en a besoin, quoi. Si on ne le savait pas, là, on est sûr. T'as cet aspect-là, et puis tu te rends compte que quand on prive de confort, il y a des gens qui vivent ça hyper mal. Et sur les théâtres d'opération sur lesquels j'ai été, ou des camps de réfugiés où j'ai pu aller, les gens, alors je dis pas qu'il faut qu'on vive ça, c'est pas humain de vivre dans la précarité et je souhaite le bonheur à tout le monde, mais tu te rends compte que des populations qui ont été victimes de catastrophes naturelles, tu te rends compte à quel point la vie elle est précieuse, à quel point la liberté elle est belle, à quel point un bon plat, une bonne baguette avec un petit peu de beurre de micelle, tu l'apprécies. Ouais, exactement. Et que le soleil se lève, il se couche tous les soirs, tous les matins, et on s'en rend pas compte. Et je peux te garantir que mon premier lever de soleil, coucher de soleil post-confinement, tu l'apprécies différemment. Ouais, je pense qu'il y a eu ça là, chez tout le monde. Grâce quelque part à cette histoire au confinement et la privation de liberté, il y a plein de gens qui se sont dit quand même,
peut-être un peu, tu vois, prévoir ce que je fais dans 6 mois, je sais pas. Mais vive L'instant présent, quoi. Et essayer de profiter un max. Et en tout cas, ou d'être bon. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en venant, je suis venu en voiture, je sors de mon parking. Et évidemment, quand tu sors d'un parking sur la route, je suis pas prioritaire. Mais j'étais vraiment tout doucement. Et il y a un mec, comme tu peux être, tu sais, quand tu es toute ta journée en voiture dans des grandes villes comme Paris, il me klaxonne. Et comme moi, j'étais bien, tu vois, je suis content de venir te voir, tout va bien là. Et ça, c'est un truc... Attention, je suis pas tout le temps comme ça, justement. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis, mais il y avait rien de grave. Mais lui, il avait besoin de gueuler, en fait. Tu sais pas la matinée qu'il a passée. Et je suis arrivé à sa hauteur et je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, je suis désolé, j'ai voulu faire attention. Comme ils ont agrandi la terrasse en sortant du parking, il y a des gens, voilà. Et le fait de m'excuser, de dire, bonne journée, machin et tout, il est redescendu tranquille. Ouais. Et je pense que je lui ai fait du bien. Et le pire, ça aurait été que moi, je sois énervé aussi. Et que là, on est con quand on fait ça, quoi. Et ça, c'est un travail à faire souvent. On ne réussit pas tout le temps, mais quand on le fait, en fait, on se rend service les uns les autres. Justement, on optimise le moment présent sans en faire toute une histoire, quoi. Et ça, c'est quand on devient un peu un sage, hein. Ouais, tu vieillis. En fait, tu vois ce que tu dis. Où t'es bien. C'est un moment où t'es bien et t'en profites plutôt que d'envenimer l'histoire. Transmettre des bonnes vibrations aux autres. Mais c'est souvent quand on me demande pourquoi je fais ce métier et est-ce que j'ai pas une vision un peu morbide de la société, un peu. Et je leur dis, non, en fait, je fais ça justement parce que j'aime la vie, j'aime zouker, j'aime danser, j'aime boire un bon martini, j'aime boire un bon verre de rhum. C'est parce que j'ai envie que ça continue. Et que ça continue avec mes parents, avec mes proches, mes amis, mes voisins, les gens que je connais pas. Bien sûr, c'est pas être... Chaque fois que j'arrive sur une situation de catastrophe, en fait, tu te rends compte souvent que ce sont les personnes qui ont le plus perdu ou qui ont le moins, qui relativisent vachement plus, qui sont les plus généreuses, qui me font me lever le matin, parce que vraiment c'est... Mais comme tu dis, si tu veux, tu peux avoir des moments d'agacement, des moments d'énervement, de découragement. T'as des phases où t'es pas bien, où tu as une mauvaise réaction ou un mauvais sentiment. Et là, si tu veux, c'est dans ces moments-là et c'est dans ces phases-là que je puise toute cette force, en fait. Pour moi, c'est ça qui me fait continuer. C'est que les gens, quand ils viennent te voir, qui te disent merci, quand tu vois un gamin rêver de voir que tu pilotes ta voiture avec un joystick de PlayStation 4, le gamin, il rêve. Et il se dit, demain, ça sera mon métier, ça, c'est un super métier. Et ça, tu vois, dans le quartier où j'habite, il y a énormément de mixité. C'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de déployer des capteurs, des télescopes un peu partout autour de chez moi. Pour qu'à la rentrée, les gamins, ils se rendent compte de ce qui se passe autour d'eux. Notre planète est autour d'une étoile. Elle se lève tous les matins, on se rend pas compte à quel point cette étoile-là, c'est une source de vie, mais c'est une source de danger aussi. Toutes les technos spatiales, s'il y a un vent solaire qui passe de travers, il y a tout qui est par terre. Ça, on est hyper vulnérable à ça. Et en fait, ces gamins-là, dans la ville où j'habite, on fabrique les moteurs de la fusée Ariane 5 et la future Ariane 6. Et les gamins, ils s'en rendent pas compte. Mais tout le monde est devant sa télé en train de regarder des Américains lancer 2 gars dans l'espace avec Elon Musk. Et on fait aussi bien chez nous aussi. Il faut le dire, il faut qu'on le montre, il faut qu'on montre ces chaudronniers qui ont fabriqué les tuyères, il faut qu'on montre toutes ces femmes qui ont bossé sur ces sujets-là et qui travaillent sur dans voie d'expérience là-haut, la place des filles dans toutes ces histoires-là. Et mon métier, c'est un peu ça. C'est un carrefour de tout ça. Et c'est un moyen pour moi d'être hyper bavard, tu vois, sur... non, mais c'est passionnant aussi. Tu parles à tout le monde. Exactement, tu parles à tout le monde. Et après, est-ce qu'il y a des variantes où justement un mec comme Elon Musk, alors il veut montrer qu'il peut aller dans l'espace, il a signé un contrat avec la NASA en plus, très bien pour l'humanité qui avance, mais d'un autre côté, peut-être que lui, il veut aussi promouvoir, comme sa voiture, la Tesla, il veut promouvoir peut-être des vols où demain on ira à Hawaï en 30 minutes, parce qu'il n'y a pas de résistance à l'air, c'est ça, dans la stratosphère, il y a un truc comme ça, enfin par rapport aux avions, si tu montes plus haut, après tu peux aller très vite, et du coup tu gagnes un temps fou, ou pas, hein. D'ailleurs, est-ce que c'est intéressant d'être en 30 minutes à Hawaï pour aller surfer des vagues l'après-midi, par exemple, tu te dis, à 15h on se retrouve à Hawaï, je pars de Marne-la-Vallée, peut-être un peu plus loin, avec ma navette, est-ce qu'il y aura ça? J'ai fait un spectacle où j'ai fait des vannes comme ça, tu sais, genre, l'humain il râle tout le temps, et même en 2150, on râlera toujours, tu sais. C'est clair. Et je faisais une vanne comme ça où je disais, voilà, en 2150, les gens, de toute façon, ils râleront toujours, même avec les progrès techniques. Et je dis, voilà, la SNCF, ils exagèrent, toujours en retard. J'ai fait
Paris-Pékin en 35 minutes au lieu de 30. Et je dis, je m'en fous, c'est pas grave. La prochaine fois, j'irai en vélo, je mettrai 1 heure. Et tu vois, c'est pour dire que, en fait, même en avançant, il y aura. Ce qui est aussi génial, c'est que l'être humain, même avec des trucs incroyables, demain, il sera toujours pas content parce que, tu vois. Parce que alors, chez nous en plus, en tant que Français, c'est culturel, on va dire. Ouais. Après, ça veut dire que tu vis aussi, hein. Ouais, t'as des constantes. Après, tu bosses toujours en moyenne à une demi-heure, 1 heure de chez toi, grand max. Tu vois. Ouais. Donc, au fur et à mesure que les transports se modernisent, les gens ils s'étalent. Après, tu vois, dans le débat écologiste, l'énergie qui se fait rare, plus chère. Est-ce qu'on va encore consommer autant d'énergie pour un intérêt aussi faible, tu vois? J'en suis pas certain et convaincu. Je suis pas un spécialiste des transports, donc j'aurais du mal à m'aventurer sur ce sujet-là. Par contre, ce qu'il y a comme constante et ce qu'on me demande ou ce qu'on nous demande à nous hackers aujourd'hui sur les transports, c'est de faire en sorte évidemment qu'il soit le plus sûr possible, qu'il n'y ait pas de détournement du véhicule autonome. Quand j'ai bossé sur des Tesla sur ces sujets-là, c'est aujourd'hui des voitures numériques qui permettent de prendre moins de risques, de compenser la fatigue, l'inattention, comme tu disais tout à l'heure. C'est des choses, c'est du progrès, vraiment. C'est vraiment agréable et je pense que c'est super qu'on aille dans cette direction-là et qu'on fasse chuter le nombre de morts. D'une part, qu'on soit plus efficace au niveau de l'énergie, donc on en consomme moins, voire pas. Ouais. Et tu vois, il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai commencé à hacker des Toyota, c'est le manuel de la voiture. Sur les 2 premières pages, tu as une petite phrase qui dit si vous pouvez aller à pied ou à vélo chercher votre baguette, faites-le, prenez pas votre voiture. Et tu vois, j'ai trouvé ça intéressant de la part d'un constructeur dans le boulot quand même, c'est de vendre de la voiture, de l'acier et des moteurs. De dire, non, c'est débile en fait de prendre ta voiture pour faire 1 kilomètre. Oui. Tu feras beaucoup plus d'économie d'énergie et d'essence en y allant à pied et à vélo qu'en utilisant mon produit. Et ça, tu vois, dans le hacking, c'est aussi ça que j'aime. C'est qu'on cherche tout le temps à optimiser. À le faire en moins de temps, en essayant de faire en sorte de corriger les biais humains, les erreurs humaines. Ça, c'est vraiment l'objectif. Rendre les choses le plus sûres possible, ça aussi. Mais de le faire en consommant moins possible de ressources. Ouais. De la mémoire vive, du disque dur, du débit. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur de nos activités. Pour le progrès de l'humanité, le progrès de la science, le progrès de la technique, c'est très important. Et ce qui fait pour moi dire qu'on n'a pas d'incompatibilité entre le progrès et l'écologie, au contraire. Ouais, au contraire. C'est quelque chose qui est va compatible. Ouais. Mais et la crise qu'on a vécue nous le montre. Est-ce que tout ça, au final, a du sens? Est-ce que je bosse pour une boîte pour optimiser un code qui fera que l'appli mobile fera qu'on transférera des millions d'euros en très peu de temps? Ou est-ce que mon code il va pas plutôt servir à mesurer la pression d'eau au robinet? Parce que dans mon île, depuis plus de 30 ans, il y a une pénurie d'eau. Les gens n'ont pas d'eau au robinet. On n'a pas pu rouvrir des écoles après cette épidémie parce que on n'a pas d'eau pour que les gens puissent se laver les mains, se doucher. Là, j'ai passé 10 jours en Guadeloupe l'année dernière. Mes enfants, ils ont dû apprendre à vivre avec 5 litres d'eau par jour et par personne. Ouais. Comme dans le camp de réfugiés dans lequel j'étais à la frontière syrienne, à Zaatari. Ouais. On avait les mêmes conditions parce qu'il n'y avait pas de pression. Donc moi, je me dis, mon rôle là, c'est de dire à mes enfants, qu'est-ce que j'ai comme techno pour pas juste dire il n'y a pas d'eau, mais mesurer la pression d'eau au robinet. Ça crée énormément de tension. Le préfet, il a dû là-bas mettre en place des mesures d'urgence, mettre des citernes d'eau en urgence. Il y a des gens qui bloquaient des ronds-points parce qu'ils n'avaient pas d'eau chez eux. Donc les gens manifestaient en pleine épidémie, se rassemblaient pour dire attendez, on est en 2020, on est en France, on n'a pas d'eau. Si tu veux, donc, pour répondre à ta question sur est-ce qu'on aura des fusées pour aller à Hawaï ou pour venir en Guadeloupe, écoute, moi j'en veux pas tant qu'on n'a pas d'eau, quoi. De toute façon, j'ai pas d'eau pour te recevoir correctement. Déjà, réglons les problèmes. Et qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour les problèmes de maintenant avant de penser aux problèmes de 2050? C'est ce que je me dis, moi, quand je suis à Paris, je me dis, mais déjà, tu vas encourager les gens à pas prendre leur bagnole, mettons des transports autonomes ou avec des chauffeurs, au contraire, il n'y a pas de problème, mais qui sont justement pas polluants. Et aujourd'hui, je me dis qu'on a les moyens de le faire. Donc il y a aussi, derrière, il n'y a pas que le fait qu'on puisse le faire ou résoudre le problème, ou en tout cas travailler dessus. Il y a aussi les politiques, justement, les décisions. Tu vois, pourquoi on a pris une décision et un mauvais choix ou pas, enfin, tu te prends 15 ans, 20 ans, quoi. De ce que tu
de ce que tu racontes quand t'as rien, quand t'as peu, quand t'es loin, quand t'as moins de moyens que d'autres. C'est que l'objectif, c'est de faire. Ouais, j'en prends un peu. C'est de faire au mieux et vite. Je te laisse Si mettre tu veux, des glaçons. je prends un exemple. Je parlais du camp de réfugiés de Zaatari. T'as 80 000 personnes dans le camp de réfugiés et la première tension, elle venait du manque d'eau. Donc, si j'étais là-bas à la base, c'était pour aider des développeurs, voir comment on va assurer la traçabilité de la distribution d'eau, qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas de cocagne, etc. Tu te rends compte que on a le même problème en Guadeloupe, alors qu'on est en France au final. Ouais. Et en fait, sur ces sujets-là, tu parlais de Paris. Paris a à apprendre en fait d'autres territoires sur la gestion de crise. Et ce que tu dis sur les politiques publiques en matière de crise, je prends un exemple tout simple qui est le sujet que je traite en ce moment, sur l'alerte des populations. Aujourd'hui, on n'a aucun moyen de prévenir les gens sur leur téléphone et de leur dire attention, en aval du Vourglan, qui est un barrage, si jamais ce barrage-là il saute, t'as de l'eau, t'as 6 mètres d'eau à Lyon. T'as 2 centrales nucléaires menacées. On ne sait pas dire, le long de ce cours d'eau, si le barrage il cède, que tu vas avoir des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui vont se retrouver victimes d'une submersion. Ouais. On a eu une crise comme ça dans les années 50, en 56 je crois. Le barrage de Malpasset, 400 morts à Fréjus et Saint-Raphaël. On a eu des feux de forêt en 2017, on a dû évacuer près d'une dizaine de milliers de personnes à Bormes-les-Mimosas, la Londe des Morts, en urgence. Les gens évacués parce qu'ils ont vu le feu sur les collines. Et, là, on va avoir des feux cet été, c'est sûr. Tous les étés, on a des feux, donc on va en avoir. On a eu juste avant le confinement à Solenzara en Corse. On a demandé aux gens de se confiner. En plein hiver, hein, t'imagines. Aujourd'hui, on a des feux en plein hiver. Ouais. On a demandé aux gens de se confiner. Mais on n'a aucun moyen numérique aujourd'hui pour prévenir les gens. Donc moi, je bosse sur ce sujet-là. Et quand tu dis que les choses mettent 20 à 30 ans, j'étais obligé de hacker et d'avoir ma propre antenne relais aujourd'hui qu'un industriel m'a confié pour montrer que depuis 1997, en France, on a développé une technologie qui s'appelle l'alerte cellulaire, le cell broadcast, pour pouvoir alerter les gens. 97, j'avais 17 ans, j'en ai 47 années. Et là, tu te rends compte que voilà, en 23 ans, en France, ça n'a pas bougé. Mais en Islande, ça a été déployé, aux Pays-Bas, ça a été déployé, aux États-Unis, ça a été déployé, en Russie, c'est déployé, au Japon, c'est déployé, ça arrive à prévenir les gens 4 secondes avant un séisme. Et là, pile poil, on a un sujet, tu vois. On a Covid-19, on a les feux de forêt cet été, on a un volcan en éruption sous-marin à Mayotte. On a toutes les raisons du monde aujourd'hui de déployer ça, et on le fait pas. Ouais. Et on a des débats en ce moment sur on fait une appli, on fait pas une appli. On va pas faire une appli à chaque fois qu'on a un problème dans ce pays. Il faut déployer des technos, il faut déployer des infras, il faut mettre l'aspect commercial entre parenthèses. On met beaucoup d'argent dans la publicité. Enfin, on n'en voudra à aucun opérateur demain de mettre en place un système d'alerte et de financer ça par de la pub. Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir les gens dans leur langue, si possible, et leur alphabet, qu'ils courent un danger ? Ça, c'est vraiment le truc qui m'habite et qui m'anime. Non, mais c'est bien parce que justement, toi, c'est aussi en même temps, c'est une mission. C'est à toi d'informer les gens ou les responsables politiques ou ceux qui ont un pouvoir de décision pour qu'on avance là-dessus, quoi. Exactement. Tu vois, ce genre de podcast ou d'intervention c'est pour ça que toi, en te voyant ou en te médiatisant, c'est important parce que du coup, ça peut faire avancer les choses encore plus vite parce que, comme tu dis, les jeunes vont s'intéresser à toi, filles ou garçons, on dit ah bah tiens, c'est génial, ce métier qui peut aider les autres. Hacker, c'est aussi ça. Exactement. Parce que justement, c'est une question que je t'ai pas posée, mais par rapport à ceux qu'on connaît un peu médiatiquement de Anonymous, ces gens-là dont on sait peu, ces hackers-là qui sont cachés, enfin, comme on dit, discrets, on les connaît pas, qui sortent des dossiers sur les politiques, sur les gouvernements, etc. Et toi, quel est ton point de vue là-dessus ou parce que pareil, est-ce que on peut penser que ça fait avancer aussi les choses. Je sais pas, on les a plus entendus pendant 5 ans. Là, ils sont revenus avec l'histoire de George Floyd à Minneapolis, etc. Et c'est intéressant de faire le parallèle de moi en tant que citoyen. Je me dis, ça sert aussi parce qu'il faut que des voix s'élèvent, il faut qu'on donne des infos par rapport au climat, aux catastrophes, ou pour pouvoir sauver des gens. Mais d'un autre côté, pareil, il faut aussi dénoncer ceux qui se font passer pour des gens bien alors qu'ils sont pas si bien que ça. Après, attention, je sais très bien que le bien et le mal... Oui, le monde, il est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Tu as plein d'interactions. Si tu veux,
L'histoire de l'humanité, elle est faite de ça. T'as plusieurs manières d'exprimer ta frustration et ton désir de changement. Tu veux faire des pétitions, tu peux faire des manifestations. Il y a des gens qui ont manifesté pour George Floyd et pour d'autres causes. Pour plein de causes. C'est une forme d'expression et c'est un droit inaliénable aujourd'hui. C'est inscrit noir sur blanc et dans le marbre sur la Déclaration des droits universels, droits de l'homme. Il y a des gens qui font des livres, des pièces de théâtre, de l'humour. Exactement. Et avec Anonymous, tu as une autre voie d'expression qui est née, qui est apparue, qui est la protestation en ligne. Donc bloquer, paralyser, dénoncer des infrastructures. C'est une forme d'expression. Alors, je vais pas dire que j'abonde et que je soutiens évidemment tout ce que fait Anonymous. Il y a des sujets ou des actions qui sont parfois contre-productives pour les enquêtes, pour la manifestation de la vérité auprès de la loi, de la justice. Bien sûr, mais c'est une forme d'expression et une forme d'expression populaire. En fait, dans ma question-réponse-constatation, c'est de dire qu'en fait, dans le domaine des hackers, il y a des hackers médiatisés, des hackers secrets. Qui sont discrets. Voilà, discrets. Tu as un peu de tout et en gros, c'est ce que j'appelle de mes vœux quand on dit qu'il manque des hackers aujourd'hui en Europe. C'est que la proportion de personnes qui aient des intentions négatives soit inférieure à celle de personnes qui soient bien intentionnées. Et en fait, c'est cette proportion-là qu'il faut augmenter et montrer toutes les facettes de ce métier-là. Bien sûr, et d'aider aussi des gamins qui ont envie de s'exprimer, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à montrer, qui ont un talent. Peut-être jamais il a fait Jamel Comedy Club, il faudrait qu'on fasse un hacker club, toi. Alors il y en a, il y a des hacker space, il y a des radio clubs, il y a des astro clubs. Oui, puis il y a plein de nouveaux métiers qui sont en train d'arriver aussi là. Dans 10 ans, on parlera de métiers qui n'existent même pas aujourd'hui, qui seront là, quoi. Avec justement le climat, avec l'écologie. J'essaie au maximum de pas être tout le temps dans le buzzword et dans des mots où en fait on a mes parents avaient plein de moyens d'expression et moyens de se fédérer. Les associations font un travail de terrain qui est juste dingue. On a beaucoup d'associations scientifiques et techniques qui sont parfois à l'abandon parce que les administrateurs ont vieilli, ils ont plus le temps, ils ont des enfants. En fait, c'est dans ces associations-là que se faisait souvent la médiation scientifique et technique, culturelle, pour qu'on combatte l'obscurantisme. Tu vois, typiquement aujourd'hui, il y a des débats sur les fake news. Ok. Mais avant, t'avais un sage dans le village, t'avais un grand frère, t'avais des gens qui t'aidaient, qui te disaient mais non c'est pas vrai, mais non c'est pas comme ça, mais non. Il n'y a pas grand chose à boire ici. Dans ce restaurant. Je rappelle que nous sommes au magasin Quick sur la rocade de Saint-Mandé. C'est très très bon. Tu vois, ça c'est les jeunes patrons, t'imagines ? 10 ans de moins que nous, et les patrons de petites brasseries comme ça. Des gens très bien, des gens au poil. À l'ancienne, justement. Et du coup, rien à voir, mais juste pour rigoler, t'as jamais été tenté d'aller sur le site du collège, de l'école primaire de tes enfants pour leur mettre des 20 sur 20 De toute façon, tu vas pas nous le dire si t'es allé gruger des trucs. Non, attends, je vais te raconter un truc marrant. Mon fils, c'est l'inverse de ma fille. Lui, c'est un hacker dans l'âme. Donc lui, tu lui mets une règle et il va essayer de la contourner. Donc je me suis fait convoquer 3 fois au collège cette année. Ah, voilà. Mais ils m'ont convoqué parce qu'ils savaient bien que moi, j'en prends soin. Tu vois, le gamin, si je suis par moi et par vous, quand on me convoque, il passe un sale quart d'heure avec moi. Et la punition, ça n'a pas été... ou l'action, ça n'a pas été d'aller pirater... Non, on va assumer tes conneries jusqu'au bout. Et la punition, c'est que je t'amène pas à l'école en Tesla. J'amène tes potes, mais toi, je t'amène pas en Tesla. Ah, pas mal. Et le deal, en fait, ce qui le fait le plus souffrir, c'est que je vais être capable d'être plus cool avec ses potes, de leur transmettre des choses. Je suis d'accord. En fait, c'est ça qui est le truc qui peut le plus te vexer quand t'as pas bien agi. Voilà. Et bon, ça va, il passera en 4e, ça va bien. Non, mais c'est important après parce que c'est une forme d'éducation. Moi, je me souviens de mon père, il faisait des freins à main, j'étais le roi du frein à main, j'avais une Austin Mini et je me suis pris un rond-point. Le pneu, il est resté de travers, tu vois. Et je dis, papa, quand même, mon pneu, machin, j'ai du mal à rouler. Il me dit, c'est pas mon problème, t'es capable de faire ton frein à main. Maintenant, moi, je te le rembourse pas. Je vais pas te payer un pneu parce que t'as fait une erreur. Et donc, le fait de rouler comme ça, du coup, j'ai fait attention, du coup.
J'ai réduit le niveau des freins à main. Tout simplement. Merci. Et du coup, ça, c'est aussi simple que ça. Par contre, mon père m'avait appris à conduire à 11 ans. C'est marrant. J'avais conduire à 11 ans des voitures. Alors tu sais quoi? Alors mon petit, tu vois là, tu sais ce que tu viens de me dire, t'es à l'ancienne, donc tes parents, ton rêve c'était que de conduire une voiture et d'avoir ton indépendance, d'aller et de rouler au bout du monde, tu vois. Eh ben mon fils, tu vois, c'est l'inverse. Il se dit, écoute, vu que tu fabriques des voitures autonomes et que tu conduis des voitures autonomes, je passerai pas mon permis, c'est pas la peine. Ouais, en fait, la voiture elle va conduire toute seule. Oui. Je commence à me dire, Mais c'est marrant la réflexion de l'enfant qui dit, j'ai pas besoin en fait d'apprendre, de toute façon ça sera autonome. Ouais. Et il a raison. Il a raison. La voiture, elle conduit mieux que moi ou elle corrigera mes erreurs. À quoi ça sert que je m'embête à passer le permis? Au final, est-ce qu'une boîte manuelle, ça va pas devenir le sextant demain? Si. Là, par contre, ouais. C'est un peu ça, Et tu te dis, tu deviens un peu ringard, t'es un hacker sur la fin. En fait, non, je me dis, au final, on leur transmet ça. Il y a un peu d'analogique encore à transmettre, à leur donner. C'est un peu comme le vinyle, le CD, les MP3 et Deezer aujourd'hui, où il n'y a pas d'incompatibilité, c'est complémentaire. D'ailleurs, attention, parce qu'aujourd'hui, il y a un truc aussi qui est vrai avec toutes les plateformes de musique comme ça, c'est que je trouve qu'on écoute beaucoup plus de musique, et même les jeunes écoutent beaucoup plus de musique que nous à l'époque où il fallait aller acheter un disque. Tu vois, alors on a connu les 33 tours des parents, les 45 tours, et après même les CD, il fallait les acheter. Bien sûr. Mais aujourd'hui, tu as un abonnement, c'est beaucoup plus rentable aujourd'hui. Et tu écoutes plus, tu découvres plus. Ouais, donc finalement, pour la culture, après, je sais pas si on peut quantifier, c'est meilleur pour la culture aujourd'hui, je trouve. Mais je vois ma petite qui a plus littéraire, plus culture, qui a un profil un peu moins tech, on va dire, même si j'essaie de lui transmettre ça. Et qui elle fait ses choix. Hein. C'est un peu l'avantage d'être né aux Antilles, c'est que tu es à cheval sur plein de cultures. Latino-américaine, européenne, américaine. Et quand elle compare en fait sa playlist sur les plateformes de streaming avec ses copines, elle en écoute, comme tu dis, 400 fois plus parce que on a ce brassage là qui s'est fait. Et l'accès en fait à ces plateformes là et le fait que je mette à disposition de mes petits qui puissent écouter ce qu'ils veulent et ils écoutent aussi ce que j'écoute. Je les ai eus à 27 ans mes petits, 27 et 29. Et c'est une chance en fait de les avoir tôt parce que tu vois, mon fils il écoute les mêmes morceaux de rap que moi. Là tu peux le faire. Donc ça c'est une bonne évolution. Enfin, c'est un point positif de l'évolution des choses. Complètement. Et c'est intéressant pour moi aujourd'hui, à la fois de leur transmettre des aspects techniques, professionnels et des valeurs et faire leur éducation, mais aussi culture. J'aurais dit qu'on se voyait aujourd'hui, ils n'avaient pas la référence, tu vois, du SAV des émissions. Et enfin, ils l'avaient pas. Ils l'avaient, mais ils s'en souvenaient pas. Donc je leur dis, mais c'est lui là, c'est Fred, regarde. Ah ouais, ma fille me fait, ouais. Et puis on continue de jouer à sa Switch. Oui. Et après, ils se sont regardés 2-3 épisodes, tu vois. Et ils se sont poilés. Non, mais ça, c'est un truc qui est assez intéressant dans l'évolution. Moi, par exemple, voilà, le service après-vente des émissions sur le canal, j'ai arrêté en 2012. On est en 2020. J'ai vu un petit l'autre fois qui avait 12 ans, qui regardait une série que je fais sur TF1, qui est sur l'école. Donc forcément, il y a des plus jeunes qui regardent. Et il a 12 ans, donc aujourd'hui, il regarde cette série sur TF1 et il dit tiens, Fred, machin, nana. Ah tiens, je vais taper son nom. Et du coup, il peut retomber grâce à Internet sur les choses et regarder les trucs d'avant qu'il a jamais connus à cet âge-là. Ouais. Tu passes après, c'est une autre génération. Tu passes à d'autres gens d'ailleurs qui aujourd'hui, tu vois, chacun, faut passer aussi le relais, savoir passer. Et moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce qui est drôle, c'est que par contre, tu peux te faire des flashbacks et finalement, il n'y a pas de notion de temps pour les gens. Un petit de 12 ans qui regarde la série que tu fais aujourd'hui, il va regarder du SAV qui date déjà d'il y a 10 ans. Et en fait, il peut se le regarder aujourd'hui comme si ça avait été fait hier. Parce que tu regardes, complètement. Ils font leur programme à la carte. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment la belle chose de la modernité, des technologies. J'ai eu ce débat-là. En fait, mes gamins, quand on a commencé quand BET est arrivé, ça a été un choc pour eux parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir autant de noirs à la télé. Pourquoi autant de noirs à la télé? Tu sais, ils ont le Prince de Bel-Air, des émissions avec des gens qui leur ressemblent. Et j'ai eu une discussion sur la place justement des diversités sur France Télévisions, l'arrêt de France O. Il y a eu plein de débats sur ces questions de la représentativité des ultramarins, des diversités. Et en fait, quand on m'a posé la question de savoir ce que j'en pensais, je me suis tourné vers mes enfants. J'ai dit, vous en pensez quoi? En fait, ils se posaient même pas la question. Et c'est à moi de papa de corriger aujourd'hui, mais
Parce que la télévision, pour eux, elle n'est pas linéaire. En fait, ils choisissent. C'est cette génération-là, elle a hacké en fait la télé, on va dire. Ma fille, quand elle a eu sa première radio, elle se dit en fait la radio FM, c'est comme 10 heures, sauf que c'est pas toi qui choisis. Voilà, ouais. Et en fait, ça m'a fait drôle de voir le regard de ma petite sur la radio, parce que pour elle, entendre du son, c'est un choix. Elle choisit ce qu'elle veut entendre et ce qu'elle veut écouter. Mais en fait, le champ des possibles, il est énorme aujourd'hui. Tout ce que tu peux faire pour on me disait sur Paris demain, régler tous les problèmes. Tu as eu un problème, tu as une épidémie, tu as vu qu'à quel point Paris s'est vidé, c'est que c'est une ville au final qui est difficilement vivable pour certaines personnes. Même si elles y vivent et qu'elles y bossent, en plein confinement, les gens se sont barrés quand même. Ouais. C'est qu'il y a un problème. Mais je pense que toi, ton rôle, il est beaucoup plus important même que tu le penses. On parlait tout à l'heure des rats, tu vois. Ouais. Les rats, c'est un sujet. Oui, les rats, c'est la un chaleur urbaine, c'est un sujet. Les espaces verts, c'est un sujet. Les pistes cyclables, c'est un sujet. Et en fait, dans toute cette jungle urbaine, là, on va dire, j'aime beaucoup utiliser la définition du hacker de Keren El-Azari, qui est une hackeuse israélienne, qui dit qu'en fait, nous, notre rôle, c'est d'être le système immunitaire de l'Internet. Et comme tout est connecté, on est un peu le système immunitaire de la ville. Faire en sorte, à nos échelles, on peut pas être bon partout, on peut pas être compétent sur tout, mais quand tu as l'hôpital de Rouen, il y a quelques mois, qui se fait attaquer et que les médecins ils reviennent au crayon à papier pour pouvoir soigner, Ouais, là, il y a un moment où notre rôle aussi, c'est de protéger ces soignants qui sont en première ligne en ce moment. Si tu leur rajoutes un bordel informatique, on va pas s'en sortir, quoi, tu vois. C'est un peu notre rôle dans la ville de plus des rats qui remontent la surface. Mais tu sais, j'ai appris des trucs en traitant ce sujet des rats, de la localisation des rats. Tu as les rats de surface et les rats en dessous. Ils se parlent pas forcément. Tu vois. Ils sont cousins, mais c'est deux quartiers différents. Après, moi, je connais plus Ratatouille, du coup, il est quand même avec son restaurant et tout. C'est pas pareil, c'est quelqu'un qui est plus dans la jet set, qui n'a pas de problème. C'est vrai que les autres, je fréquente pas trop. Et si par exemple, moi, j'avais un problème bon, voilà, j'étais à moins 10 000 euros de découvert, tu peux me mettre à zéro? Alors Fred, écoute, j'ai envie de les voir grandir, les petits, tu vois. Ouais, t'as raison. Donc ça, je fais pas. Ouais. Et tu sais que la première question, ça c'est une question de mec. Non, mais c'est marrant, tu sais pourquoi en fait tu pourrais dire ça? En fait, ça je fais pas ou ça je fais en tant qu'hacker. Et ben, c'est marrant, ça me fait rebondir tout de suite là-dessus. C'est que moi, cet humour-là, je fais pas. Je fais pas cet humour ou je fais cet humour. Bah c'est vrai. Et moi, ça me parle pas cet humour. J'ai pas envie de faire cet humour-là et je préfère cet humour-là. Tu vois? Et ben c'est exactement pareil. Par contre, je vais demander à ton fils qui m'aide par rapport à mon problème de découvert. Je pense qu'on pourra t'aider, ouais, lui. Ok, bah tu veux me Lui, filer c'est ses son coordonnées? trip, ouais, je te laisse, ouais. Eh ben merci, Gaël. Les- Vas-y, finis si tu veux finir quelque Non, chose. ça va, c'était les blagues. Tu sais, quand je prends des taxis ou que les gens bien, ils bah oui, découvrent tout le que je monde suis veut te dire. Uber. Ouais. En fait, les gars, Mais ouais, c'est ça qui est ouf. 80% du temps, c'est tu pourrais pas me pirater mon compte en banque, me faire gagner au loto. Bah oui. Il y a toujours un petit objet pécunier, tu vois. Toujours Et les l'oseille. filles, alors je n'ai pas encore c'est une marrant, fois, ça, parce ouais. qu'on va nous écouter. Ça, c'est pour hein. les garçons, il y a toujours On va- l'oseille. On va nous Et les écouter. filles, Je suis désolé c'est les pour fringues et la le parité maquillage. homme-femme. Ces mecs, J'ai pas, complètement. Elles veulent, donc, je n'ai pas un échantillon représentatif pour faire une généralité. Ah ben non, on Mais peut pas faire de généralité. déjà. 80% du temps, la question des filles, c'est est-ce que tu peux pirater le compte Facebook de mon mec? Et ça, je fais pas. Ah ouais. Encore faut-il qu'il ait un compte Facebook. Hein. Ça, je fais pas, tu vois. Ouais. Et Ouais. Et tu dis... Ah, je pensais que c'était plutôt, est-ce que tu peux pirater le compte Sephora pour avoir des rouges à lèvres gratuits? Non, en fait, quand je parle de ce métier-là, les gars, en général, c'est pécunier, tu vois. Et là, tu es pile poil dans le tropisme. Est-ce que tu as des amis hors la loi? Oui, bien sûr, comme moi. Moi, j'en ai, hein, je ne donnerai pas leur nom parce qu'ils sont toujours en cavale. Des amis hors la loi. Peut-être, après, attention. J'en sais la loi, rien. hein. Une citation pour terminer. Tu en as déjà sorti pas mal. Hein. Une citation intéressante par rapport à... Parce que déjà, tout ce que tu nous as raconté, c'est... Je n'ai pas... Tu peux passer 18 ans avec Gaël, en fait, en interview. Enfin, en l'écoutant. La prochaine fois, on continuera sur la plage en mangeant des langoustes et du boudin noir. Hein. On ne peut pas comprendre ce qu'on ne mesure pas. Faut que je trouve l'auteur, je crois que c'est Pascal ou... faut que je trouve. C'est pas le mec du bistrot de l'autre fois qui Ou avait dit ce Descartes. truc-là, non? Alors c'est Descartes ou Pascal, je me souviens plus. Mais en gros... Jojo? C'est Ouais. Jojo au bistrot? En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production
Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.